Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Beffroi Vision. Voici l'heure de votre journal hebdomadaire. Voyons ce que nous réserve le sommaire. Matinée sportive organisée par les donneurs de sang. Festival de Majorette. Fouilles archéologiques en centre-ville. Conférence sur les bombardements de la gare de Busigny par Didier Maréchal. Commémoration du souvenir des déportés et héros de la déportation. Rubrique Un mois, une œuvre au musée Matisse. Les archives de Beffroi Vision, porte ouverte chez les pompiers en 2005. Une matinée sportive a été organisée par l'association des donneurs de sang, lors de laquelle chaque participant pouvait choisir entre 3 parcours de 3, 6 ou 12 km. Chacun avait le choix de les faire en marchant ou en courant. Une belle réussite au vu des 220 participants. Claude Delcourt est allé les encourager. Alors ce matin, ce qui se passait, c'était donc une manifestation organisée par le don du sang. Donc une fois n'est pas coutume, c'était pas justement pour un don de sang, c'était pour une matinée sportive. Et nous avons une superbe réussite car nous sommes, on va arrondir à peu près à 220 participants. Donc c'est un sacré succès, on a presque doublé comparé à l'an dernier. Donc les participants sont partis sur 3 parcours. Donc il y avait un 3 km, un 6 km ou un 12 km. Chacun partait comme il voulait, faisait en marchant, en courant. On proposait également en VTT, mais là on n'a pas eu de VTTisme, mais bon c'est pas mal, c'est déjà des coureurs et des marcheurs, c'est pas mal quoi. Pour nous c'est un vrai succès. Alors les dons, donc actuellement malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu national, hein. On va pas dire c'est le Cateau, c'est national. Les dons sont assez bas en ce moment, donc malheureusement le sang, il faut savoir qu'on a toujours besoin de sang pour sauver des vies. Comme on dit toujours, que ce soit un accident de la route ou un accident de la vie, un accident domestique, et des moments où on peut être transfusé, un accouchement qui se passe mal, ainsi de suite, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc bref, on a besoin de sang. Donc n'hésitez pas à donner votre sang, que ce soit sur les collectes de Locato, ou même vous ne pouvez pas donner sur Locato, vous travaillez à droite à gauche, vous avez une collecte à côté de chez vous, n'hésitez pas à franchir le pas. Sinon, pour Locato, la prochaine collecte aura lieu le mardi 1er juillet, donc toujours à la salle Jean André. Et c'est toujours les horaires, c'est donc de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Ça fait déjà 8 km qu'on court. Ouais. Ce n'est pas moins de 19 clubs des Hauts-de-France qui se sont retrouvés lors du Festival de Majorette. Un magnifique spectacle que notre reporter Claude Delcourt a immortalisé avec ses images.
Aujourd'hui, on a reçu 19 clubs ici. Et de quelle provenance? Alors, on a d'Amiens, d'Airain, bon, un peu partout, hein, des Hauts-de-France, de l'Aisne, un petit peu partout. De Landrecy, Viely, Saint-Piton. Non, Saint-Piton, ils n'étaient pas là. Mais un peu tout partout. D'accord. Comme eux, ils viennent, vous aussi, vous vous déplacez dans ces endroits-là? Oui, c'est un engagement qu'on a vis-à-vis d'eux. Ils viennent chez nous, on va chez eux. D'accord, ok. Donc, par an, vous avez combien de festivals à faire? Alors, cette année, on en a 12. 12, ça fait un par week-end. Ah oui? Ouais. Nous avons vu, c'est très physique, c'est époustouflant. Hein? C'est époustouflant, c'est plein de paillettes, c'est cardio, c'est... On peut pas... Derrière, je pense qu'il y a énormément de travail, il y a de la chorégraphie, il y a ce qu'il faut. On peut remercier toutes les personnes qui s'occupent de différentes équipes qui sont venues ici aujourd'hui sur le Cateau. On peut remercier la présidente, Madame Caudrelier, pour le travail, elle et son équipe, je dis bien, pour le travail qu'elle réalise depuis une douzaine d'années pour son compte, mais l'histoire des majorettes est bien plus vieille que ça au niveau du Cateau. Moi je dis toujours les majorettes, ça n'a plus rien à voir avec les majorettes d'avant. Les majorettes de M. Jean Lavray, hein, les bleus, il y avait les rouges, il y avait deux associations de majorettes. Aujourd'hui on a changé, ça évolue. On est sur des chorégraphies, sur des rythmes, sur des musiques qui n'étaient pas les mêmes et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est devenu peut-être plus physique aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je pense qu'à la limite, quand ils ont fini leur journée, leur après-midi, bah, ils doivent être lavés, je crois, hein, ils peuvent bien dormir. Et puis ils continuent à travailler parce que Madame la Présidente disait que c'est 12 manifestations à peu près qui s'enchaînent. Donc on peut dire 12, ça fait 3 mois de travail, 3 mois de présence. Après, il faut préparer la saison d'après. C'est un éternel recommencement. Et encore merci à Cathy du travail qu'elle fait, elle et son équipe. Et je lui souhaite bon vent. Nous, on essaye de faire au maximum. On ne fait pas toujours ce qu'elle espère, mais on essaye de faire en sorte qu'on puisse l'aider de par une logistique, le prêt de la salle, la préparation de la salle pour que son festival soit reconnu comme l'un des bons, voire des meilleurs dans l'ensemble de ce qu'elle a vu sur la saison. Alors votre prochain festival c'est où alors? Alors notre prochain c'est jeudi, c'est à Huineuil. Donc, et après on va à la Capelle. Donc, ouais. On enchaîne là, tous les week-ends pratiquement, on les enchaîne. Ouais. Bon, alors, vous avez pratiquement combien de personnes qui font votre association de majorettes? Nous on est 15, on est 15 danseuses. D'accord. Après il y a les parents qui nous aident, mais on a 15 danseuses. Mais c'est que des moyennes cette année. J'ai pas de petites cette année. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont voulu arrêter. Souvent c'est comme ça, hein. Une année sur deux, elles arrêtent, elles vont ailleurs aussi. Hein. Donc on s'est consacré sur les moyennes cette année. Vous avez souvent des gens qui reviennent? Oui, oui. Là j'en ai une qui est revenue après 3 ans d'absence. Ah ouais? Donc elle est revenue, oui. Et comment elle explique? Une envie de redanser sur le praticable avec nous. D'accord. Tandis que pour vous, on ne vous a jamais vu sur la piste. À quand nous vous verrons sur la piste alors? Alors j'ai toujours dit, la dernière fois, si on me voit sur la piste, c'est que ça sera ma dernière année. Ah, bon. Parce que j'ai dansé ma première année où j'ai pris le club, j'ai dansé, donc l'ouverture. Mais j'ai toujours dit, le jour où je danse, ça sera sûrement ma dernière année. Ouais. Bon, donc écoutez, restez sans danser. Hein? Voilà, c'est sûr, je préfère les entraîner. Bon, comme ça, on vous verra toujours, ok? Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors Michel, si on avait une conclusion à faire? Conclusion à faire, c'est d'avoir... à partir du moment où les équipes répondent aux invitations, alors, comme la présidente le soulignait, c'est un protocole, c'est un accord. Mais dans les accords, parfois, il n'y a pas réellement de résultats. Et là, on s'aperçoit que ils arrivent à faire leurs 12 rendez-vous, d'aller à ces rendez-vous, parce que la Capelle, c'est pas tout de suite, c'est quand même une quarantaine de kilomètres d'ici. Donc les gens viennent, le respect est qu'ils aillent là où les gens sont venus, et je pense qu'elle le fait bien, donc bon vent à elle, et puis qu'elle puisse encore continuer. Moi, je suis persuadé qu'il y a des moments où le moral est en berne, et on a envie de tout claquer, mais je pense que malheureusement, c'est le résultat de l'investissement des gens qui s'investissent dans une association telle que celle-ci ou d'autres. Je lui tire mon chapeau, voilà, c'est tout. Merci. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos majorettes? La réussite, surtout le courage, l'envie, toujours garder l'envie. Et toujours la motivation aussi. Bon, c'est vous qui les motivez de toute façon.
Oui, moi je les motive, je suis là tous les dimanches à les motiver, même devant, je suis toujours là. Mais après, c'est elles qui donnent tout sur le praticable. Donc oui, moi je les entraîne et après c'est elles qui donnent le travail. Alors aujourd'hui, on peut leur dire bravo. Oui, aujourd'hui je peux les féliciter. Elles ont super bien dansé. Comme je leur ai dit, il faut qu'elles dansent comme ça partout où on va. Merci Madame la Présidente. Merci à vous et je voudrais remercier la municipalité, le service technique, tous les commerçants du Cateau qui nous ont bien donné des lots, offert des lots. Le ZIC, il y en a plusieurs, donc je pense qu'ils se risquez d'en oublier. Voilà, il y en a plusieurs, donc à tout le monde, merci. Et merci à Monsieur Richard d'être venu, donc je suis très contente. Bien. Merci à vous. Allez, merci à vous. Pour en savoir plus sur le métier d'archéologue, notre ami Quentin est allé en interviewer un qui se trouve actuellement dans notre centre-ville. Écoutons-le. Chers téléspectateurs, bonjour. Claude et moi avons poussé notre caméra ici sur un chantier du Cateau Cambrésis, un peu particulier, ce qui nous a amené à venir ici à la rencontre de Madame Delmont, qui va vous présenter un peu son travail d'archéologue et nous présenter un peu le chantier. Madame Delmont, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis archéologue à l'INRAP depuis maintenant 15 ans. Du coup, je suis urbaniste, médiéviste, moderniste. Donc, l'archéologie est découpée en spécialités. Donc, je vais intervenir plutôt en milieu urbain sur des vestiges médiévaux et modernes. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené ici à venir au Cateau Cambrésis ? Donc on a un arrêté de prescription de fouilles archéologiques par les services régionaux de l'archéologie qui dépendent directement du ministère de la Culture, qui va demander à ce qu'on vienne évaluer le potentiel archéologique sur une parcelle. Donc ici, il y avait un potentiel archéologique élevé sur le secteur du Cateau Cambrésis, non loin des remparts, donc on nous a demandé d'intervenir pour évaluer ce potentiel. En quoi consiste votre travail en général? C'est quoi une journée type? Alors, du coup, sur un diagnostic, comme ici, on va commencer, avant l'opération, on va consulter des plans anciens. Donc j'ai une collègue, Christine Cercy, qui a fait une étude en archives pour pouvoir nous fournir des plans qui ont été recalés par notre topographe, ce qui va permettre de positionner les tranchées sur le terrain. Donc une fois qu'on a déterminé ça, on va commencer le matin par ouvrir une tranchée. En général, on va l'ouvrir à la pelle mécanique, on va faire un nettoyage manuel, un relevé des coupes et ensuite on va enregistrer donc tout ça sur tablette, donc comme ici. Et ça nous servira à faire nos inventaires et pour pouvoir rédiger notre rapport en fin de chantier. D'accord. Du coup ici vous êtes 3 techniciens si je vois. Est-ce qu'ils ont tous le même rôle? Est-ce que vous avez tous le même métier?
Alors, dans une équipe, souvent sur un diagnostic, donc il y aura un chef de chantier, 1 à 2 techniciens. On a également un topographe qui est là ponctuellement, mais on peut avoir également des interventions de spécialistes, donc, comme des pédologues qui vont étudier la façon dont les terres se succèdent, si elles ont été anthropisées, ce genre de choses. On peut avoir l'intervention de carpologues, de différentes spécialités. Donc le métier d'archéologue est quand même assez multiple. On est tous archéologues, du technicien au spécialiste, mais avec des compétences un peu diverses. D'accord. On a également donc un grutier qui vient nous aider, qui est externe, mais qui est essentiel à l'opération de fouille. Ok. Quels sont les avantages et inconvénients du métier? Alors les avantages, on travaille dehors. Ça peut être aussi un inconvénient dans le Nord. C'est un travail d'équipe. C'est très varié. 2 journées ne se ressemblent pas. Donc on va fouiller des structures très diverses. Là, c'est sur un site fortifié. On peut intervenir sur de l'habitat, sur énormément de thématiques. Ensuite, on a la partie aussi en bureau où on va faire toutes les études et la rédaction. Donc c'est vraiment un métier très varié et surtout, ce qui est essentiel, c'est que c'est en équipe. Et les inconvénients, c'est un métier physique avec les aléas climatiques et parfois avec des équipes peut-être un peu vieillissantes. On a besoin aussi également de recrutement, ce qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer en tant qu'archéologue aujourd'hui? D'être motivé, de ne pas hésiter à commencer à faire des stages, si c'est le milieu de l'archéologie préventive qui l'intéresse, de faire des stages à l'INRAP ou voir des contrats lorsque des contrats sont ouverts. Parce que la formation de terrain est essentielle. Effectivement, on demande un niveau de qualification, mais c'est vraiment le terrain qui va former l'œil de l'archéologue et façonner ses connaissances. D'accord. Et niveau parcours scolaire, qu'est-ce qui est le mieux pour un jeune? Alors il y a énormément de façons d'arriver à faire l'archéologie. On a même des gens peu diplômés en fait. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus courant de voir des gens avec un master. Ça peut être un master littéraire, en histoire. Ça peut être également être en milieu scientifique. Les métiers sont tellement variés qu'on peut venir d'un parcours de chimiste comme un parcours d'historien en fait. C'est très très varié. Il y a plusieurs façons et on a des formations spécialisées en bâti, sur les archéomatériaux. Voilà, il y a énormément de choses proposées dans les universités françaises. D'accord. Donc ouais, tout le monde a ses chances. Concernant l'évolution du métier, c'est un métier d'avenir? On l'espère, mais c'est pas vraiment. En ce moment, c'est assez compliqué. Il y a des limitations de budget. Nos budgets n'ont pas été rectifiés. Donc l'archéologie, depuis la loi de 2001 qui a privatisé l'archéologie, on a un système de comptabilité en jour homme pour les opérations. Par exemple, ici, c'est calculé sur environ 8 jours hommes à 3 personnes. Et donc, pour faire des équipes, il nous faut recruter énormément de CDD, puisque les équipes, on a des départs en retraite, des choses comme ça. Donc, l'INRAP est un vieil institut. Et à l'heure actuelle, les besoins nationaux seraient de 80 000 jours hommes et on en a obtenu 60 000. Donc on a énormément de mal à faire face au travail qu'on devrait faire alors qu'on en a les possibilités et les moyens techniques et humains. Mais il nous manque ces jours-là pour pouvoir recruter des CDD et venir faire ces chantiers-là. Au cours de toute votre carrière, quelle était votre plus belle découverte? Alors si c'est du local, j'ai eu la chance de travailler sur les remparts de Cambrai en fait, et les remparts médiévaux, à l'emplacement d'un projet d'une caserne qui a dû être déplacé puisque les vestiges ont été, le terrain a été classé au vu des vestiges. Donc c'était vraiment sur le fond de Bèvres, une très belle découverte sur le chantier de Christine Cercy, vraiment un magnifique chantier.
Après, je me passionne plutôt moi pour les fortifications, donc j'ai beaucoup aimé travailler aussi à l'île Souham sur les anciens bastions de période espagnole. C'était vraiment un très beau chantier. Pour terminer, est-ce que vous avez un message peut-être à la population pour l'importance de la préservation des œuvres, des vestiges en général sur ces types de chantiers ? Alors vous avez un très beau patrimoine sur le Cateau Cambrésis. Les fouilles qui ont eu lieu sur ces 20 dernières années ont été assez ponctuelles, mais ont montré un patrimoine très riche, y compris sur des sites préhistoriques très intéressants, scientifiquement très importants. Le patrimoine reste en élévation, mais beaucoup de choses sont encore enfouies dans le sous-sol et nous permettent de mieux comprendre notre histoire et l'histoire de la ville du Cateau Cambrésis. Parfait. Merci beaucoup Madame Delmont en tout cas pour cette interview. Merci à vous de nous avoir accueillis. Ça n'a pas été facile, mais on a su planter notre caméra ici. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Ce 26 avril se tenait une conférence à la médiathèque sur les bombardements qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale dans la commune de Busigny, plus particulièrement dans le quartier de la Gare, faisant de nombreuses victimes. Le maire de Busigny, Didier Maréchal, féru d'histoire et maître de cette conférence, nous en dit plus au micro de notre reporter Claude Delcourt. Alors si je suis présent ici aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord on m'a gentiment invité parce qu'un jour j'ai eu l'envie d'écrire, de recueillir les notes que j'ai écrites sur Busigny, en particulier sur le bombardement, mais c'est une toute petite partie des notes que j'ai écrites. Et puis on m'a dit ce serait sympa si vous venez en parler. Et comme à une demande sympathique, je ne dis jamais non. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour expliquer un peu ce qu'était le bombardement de Busigny. Ce sont des heures douloureuses, mais on va essayer de passer un petit moment de convivialité sur un événement qui est triste, qui a marqué l'histoire sans doute, mais qui permet quand même aujourd'hui aux gens de se regrouper pour en discuter et puis de parler ensemble. Alors le bombardement de Busigny, il faut le voir comme d'abord un grand malheur pour la commune, c'est la première des choses, parce que ça a fait énormément de victimes. On a parlé de 600 dans les premiers temps, puis quand on regarde les dénombrements de la commune, on arrive à peu près à 200. Mais ce qui est important, ça c'est ce qui reste en fait dans les mémoires. Et la raison du bombardement, c'est une opération de préparation du débarquement qui aura lieu 5 ou 6 semaines après, je n'ai pas fait le compte exact, mais peu importe, qui aura lieu quelques semaines après. Et en fait, on est au tournant de la guerre, enfin dans les dernières phases de la guerre de 1945, avec les événements les plus dramatiques, ce sera le débarquement. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, il y a aussi avant tous les événements qui ont été liés à la résistance, et puis toutes les douleurs qu'ont connues Busigny, mais pas que Busigny. Hein. Je pense que si on fait le tour des villages alentours, Le Cateau, Caudry, etc., on va trouver des histoires similaires. Simplement Busigny avec ce bombardement, c'est un peu distingué. On a recueilli aussi, enfin ce que j'avais recueilli avec d'autres, c'est un ensemble de photos et des témoignages d'archives. Donc on pourra retrouver les photographies de l'événement proprement dit, donc on aura une image de ce qui s'est passé, et puis des témoignages écrits, puisqu'on va retrouver une partie des listes de dénombrement, des listes des lettres de famille qui recherchent des victimes. Alors il y a un côté à la fois anecdotique et un côté émouvant, c'est un peu les deux dimensions de l'exposition qui aujourd'hui est au Cateau pour quelques semaines je crois. L'année dernière, donc 2024, c'était le 80e anniversaire du bombardement. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait la première exposition à Busigny. Mais surtout, ce qu'on avait voulu faire, c'était une sorte de reconstitution en faisant symboliquement survoler la gare de Busigny par des avions d'époque. On a fait donc venir des avions américains. On a eu la chance d'avoir un avion allemand. Un bombardier qui n'était pas tout à fait ceux qui ont bombardé Busigny, mais qui était un petit peu plus récent, mais à peine, il était des années 50. Et on a refait un peu cette reconstitution de ce que ça a pu être, toute proportion gardée, parce qu'on avait, je crois, en tout 5 appareils, et c'est 75 bombardiers qui étaient intervenus 80 ans plus tôt. Assistons maintenant à la commémoration du souvenir des déportés et héros de la déportation avec ces images de Claude Delcourt. En ce dimanche d'avril, la nation rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation, que la barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a jeté par dizaines de milliers dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination, en raison de leur résistance à l'occupant, de leur appartenance ethnique, de leur confession ou de choix politiques. Aujourd'hui, c'est non sans émotion que je m'adresse à vous à l'occasion de la commémoration du souvenir des victimes de la déportation. Nous nous souvenons du sort tragique de ces milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. La folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire.
Monsieur Bonneville Eugène, déporté. Monsieur le lieutenant Théophile Boyer, déporté, fusillé. Monsieur Copio Ernest, déporté. Monsieur le lieutenant Paul Belleblanche, déporté. Monsieur Jean-Baptiste Danhé, déporté. Monsieur le lieutenant Maurice Puru, déporté, fusillé. Monsieur le capitaine François Vignol, déporté. Monsieur le lieutenant-colonel Édouard Richer, déporté, martyr. Monsieur Raymond Campin, déporté en 1943 à Sachsenhausen à l'âge de 16 ans. Monsieur Edmond Bernard, déporté. Donc nous sommes aujourd'hui réunis devant nos monuments aux morts pour préserver le souvenir de la déportation et parce que notre nation honore aujourd'hui la mémoire de toutes les victimes et des héros de la déportation sans distinction aucune et rend hommage à leur sacrifice. Transférés en terre étrangère, des hommes, des femmes et des enfants ont subi l'épreuve terrible des transports vers des camps de concentration, des centres d'euthanasie ou des camps d'extermination. On distingue la déportation de persécution qui touche les hommes, femmes, enfants juifs ou tziganes, et la déportation de répression qui concerne les détenus politiques, les résistants, les otages, les droits communs, les raflés. Ce que je vais dire maintenant est difficilement soutenable, mais nous ne devons pas nous soustraire à la réalité des faits historiques. Rappelons-nous, après la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie en juin 1940, le maréchal Pétain installe sa capitale à Vichy. Son régime officiellement neutre collabore activement avec l'Allemagne. Avant même que les Allemands le lui demandent, le régime de Vichy inaugure 4 mois après son installation une politique antisémite d'État. Philippe Pétain signe une loi prévoyant que les ressortissants étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux. Sur ces 85 000 déportés, 60% sont revenus des camps après leur libération par les Alliés. Alors il importe donc de ne pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs et les enseignements d'une telle barbarie. Ni l'atroce et scientifique anéantissement de millions d'innocents, ni les gestes héroïques d'un grand nombre parmi ces victimes. Soumises aux tortures de la faim, du froid, de la vermine, des travaux épuisants et de sadiques représailles, non plus que la cruauté orchestrée des bourreaux. En ces temps d'inquiétude et de menaces pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine, de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Le devoir de mémoire trouve ici toute sa signification. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent. Une blessure infligée à l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés, un héritage d'humanité, de justice, de grandeur, une rectitude morale qui nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission, telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Place à la rubrique « Un mois, une œuvre ». Au musée Matisse, avec ce mois-ci, le tableau Fenêtre à Tahiti 2,
en compagnie de François Capelier et Clarisse Gailde. Générique! Bonjour Clarisse. Alors, c'est une gageure aujourd'hui. Nous avons 4 minutes pour parler d'une œuvre. Et quelle œuvre? Nous allons nous plonger dedans parce que c'est une œuvre assez impressionnante. C'est Tahiti 2, donc de Henri Matisse. Très bien. Alors cette œuvre, elle est vraiment très singulière parce que elle est à la fois une œuvre emblématique pour le musée Matisse puisqu'elle fait partie du don originel. C'est-à-dire qu'en 1952, Henri Matisse offre à sa ville natale presque une centaine d'objets, des dessins, des sculptures, des tableaux, des objets personnels qui vont constituer la toute première collection du tout premier musée Matisse en France, celui du Cateau-Cambrésis. C'est un tableau en fait qu'Henri Matisse gardera avec lui, comme par exemple pour le mettre en fond d'œuvre, pour constituer un décor. Il fera poser ses modèles devant. Lydia Delektorskaya notamment posera devant ce tableau. C'est le tableau dans le tableau. C'est une œuvre singulière également parce que justement ce n'est pas un tableau à proprement parler, c'est avant tout un carton de tapisserie. Marie Cutoli est une jeune personne qui va s'adresser à Henri Matisse, également à Mayol, à d'autres peintres, pour relancer l'activité de la tapisserie en France. Ce grand fleuron de l'artisanat d'art, par Aubusson, par les Gobelins, est un petit peu en retrait, continue à tisser, mais des vieux modèles. Et elle a à cœur en fait de relancer cette activité, mais avec des peintres de son temps, avec des peintres contemporains. Donc, elle va alors demander à Henri Matisse de réaliser un carton original. Pas une reproduction de quelque chose d'autre d'avant, non, c'est vraiment quelque chose précisément pour la tapisserie. La tapisserie, soulignons-le, c'est un objet décoratif. Bon. Donc Henri Matisse va proposer à Marie Cutoli de lui... il lui fait voir des illustrations qu'il avait fait notamment pour les poésies de Stéphane Mallarmé. Et justement, dans ces recueils de dessins, il y avait la fameuse fenêtre à Tahiti, mais qui était dessinée simplement. Donc, il prend ce motif et il va alors travailler sur ce grand projet de décoration. D'accord. Alors, je me trompe peut-être, c'est une maquette. Alors non, tu ne te trompes pas, c'est bel et bien une maquette, mais en même temps, c'est un tableau. C'est-à-dire que ce n'est pas du papier, ce n'est pas du carton, c'est pas quelque chose qui va être fait un peu par-dessus la jambe, en se disant que derrière, il y aura le lissier qui, de toute façon, va corriger quelques imperfections. Non, en fait, Henri Matisse conçoit ce projet décoratif comme une œuvre à part entière. Mais il va y intégrer des détails qui sont propres à la décoration. C'est-à-dire que sur cette œuvre-ci, on observe qu'il y a un cadre. Et ce cadre, c'est la bordure de la tapisserie. Parce qu'une tapisserie ne s'encadre pas, justement. Les tentures, elles se fixent au mur sans être encadrées. Donc Henri Matisse, déjà, utilise ici les fleurs de frangipanier, qui sont les fleurs que l'on trouve en Polynésie, pour constituer sa bordure. Alors, pourquoi la Polynésie ? Alors la Polynésie, parce qu'Henri Matisse y est allé justement, il y est parti en 1930. On est avec un homme qui vient de fêter ses 60 ans. Il a envie de découvrir d'autres horizons. Il a aussi, comme on dirait aujourd'hui, besoin de déconnecter. L'Europe, le monde tout entier vient d'essuyer une grave crise, qui est celle de 1929. Et tout cela trouble les activités artistiques d'Henri Matisse. Et finalement, eh bien, le fait d'aller en Polynésie française va lui permettre de pouvoir
s'aérer, voilà, se vider la tête et la remplir avec d'autres images, d'autres couleurs, d'autres sensations. Alors d'autres sensations, notamment la couleur, je pense. Oui, alors la lumière surtout, c'est-à-dire que lorsqu'Henri Matisse arrive en Polynésie, il y a quelque chose qui le marque profondément, c'est qu'à partir de 6 heures du matin, c'est-à-dire à partir du lever du soleil, la lumière, elle est déjà étincelante et elle va rester fixe jusqu'au coucher du soleil. Ce qui lui fait dire d'ailleurs que cette lumière plonge la population et la végétation dans une beauté idéale. En gros, il ne sait rien en faire et c'est quelque chose qui pour lui est assez paralysant, mais au-delà de la lumière aussi, ce qui le perturbe, c'est toutes ces nouvelles sensations, les odeurs, les parfums, les lumières, les couleurs, voilà, ça, c'est trop brut d'un seul coup, c'est trop fort d'un seul coup, et finalement, si Henri Matisse à Tahiti dessine ou photographie, il ne peint pas. Alors si, il peindra un tout petit tableau que lui-même qualifiera de pochade, même s'il le gardera quand même toute sa vie, hein, c'est quand même pour lui quelque chose de très important, mais sur place, pas de tableau de peinture. Mais par contre, oui, il va se laisser imprégner par ces nouvelles sensations, par ces nouvelles émotions, mais qui sont encore trop fraîches, trop brutes, pour pouvoir en tirer quelque chose qui peut se peindre. On va conclure sur le fait d'avoir des sensations au musée Matisse. Les sensations, elles sont, quand les visiteurs découvrent ce nouveau plateau, hein, lorsqu'ils arrivent sur cet espace, ils sont marqués par la lumière, déjà qui baigne ces grandes surfaces, hein, et puis aussi les tableaux d'Henri Matisse qui ponctuent les salles avec les couleurs, avec les rouges, avec les bleus, avec toutes ces couleurs qui finalement nourrissent et font du bien. La peinture d'Henri Matisse est une peinture qui fait du bien, qui donne la joie, qui donne la pêche. Et ben voilà, on va terminer par ces propos, sachant que nous sommes ici dans les nouvelles installations et dans les nouveaux locaux du musée Henri Matisse, du Cateau-Cambrésis. Merci beaucoup Clarisse, à bientôt. À bientôt. Retournons en 2005 avec les archives de Beffroi Vision lors des portes ouvertes chez les pompiers. Portes ouvertes chez les sapeurs-pompiers, pour une découverte des différents aspects de ce corps. Samedi dernier, tout le corps des sapeurs-pompiers du Cateau était sur le pont pour une journée de démonstration. Ainsi, le nombre public a pu voir à l'œuvre les différentes équipes. Des simulations d'accidents de circulation, des chiens de recherche, tout était prévu pour que les personnes curieuses des activités des pompiers puissent avoir un aperçu du travail de ceux-ci. Une équipe d'intervention face aux nouveaux animaux de compagnie était présente. Bon, vous allez essayer de nous expliquer un tout petit peu comment vous intervenez sur les animaux de compagnie que nous venons de voir, par exemple les migales et tout ça. Alors l'intervention était très simple, puisqu'en fait il suffit simplement d'une petite boîte qui permet en fait d'avoir la boîte elle-même plus le couvercle. On renverse donc la boîte sur la migale, toujours par l'avant parce que la migale n'a pas de marche arrière. D'accord ? Si on la met sur la marche arrière, on pousse la migale, dans ce cas-là elle va beaucoup plus vite que nous, elle se sauve. Et ensuite, une fois qu'on a recouvert donc la migale de la petite boîte,
on vient mettre le couvercle par-dessous, de manière à ce que l'amygdale monte sur le couvercle, on ferme le couvercle, on retourne la boîte et c'est terminé. L'intervention est très succincte. Par contre, nous venons de voir un gros reptile. Comment est-ce qu'on peut intervenir sur un reptile qui est censé être méchant comme ça? Alors, déjà, les reptiles ne sont pas forcément dangereux, ne sont pas forcément méchants. Simplement, il faut les contenir d'une manière très délicate pour éviter de les abîmer, c'est tout. La meilleure technique pour l'instant, c'est le crochet, où on prend le serpent donc au premier tiers à partir de la tête, et ensuite on lui donne un deuxième appui avec un bras et on le met tout de suite dans un sac. Mais la dangerosité donc de l'animal en fait n'existe pas vraiment, si ce n'est que c'est constricteur, donc il faut faire attention à ne pas se faire serrer, mais sinon il n'y a pas vraiment de danger particulier. Par contre, je conseillerais quand même à ne pas manipuler ça pour le plaisir et ne pas mettre ça non plus dans les mains de n'importe qui. Mais comme il ne faut pas y arriver non plus. Et voilà, là, ça, ils vont pouvoir être un peu. Vous tentez d'appuyer très fort pour La journée s'est terminée par un méchoui qui a régalé nombre de participants. Et voici quelques brèves. Le festival Zik en Stock revient en force cette année pour une nouvelle édition explosive au Cateau Cambrésis, les 8, 9 et 10 mai. Au programme, une sélection de groupes punk, ska et plus encore. 3 jours de musique live avec des artistes de la scène indépendante et internationale. Buvette, food truck, stand associatif et ambiance 100% Zik en Stock. Que vous soyez habitué du pit ou amateur de découverte, Zik en Stock, c'est l'endroit où la passion musicale et la convivialité se rencontrent. Conférences et dédicaces. Hélène de Talouette vous raconte Marguerite, la fille d'Henri Matisse. Le musée Henri Matisse a l'honneur d'accueillir Hélène de Talouette pour une conférence exceptionnelle, suivie d'une séance de dédicaces autour de son ouvrage Marguerite, la jeune fille au ruban, le dimanche 4 mai à 15 h dans l'auditorium du musée. À travers ce récit intime et documenté, l'autrice revient sur le destin méconnu de Marguerite Matisse, la fille d'Henri Matisse, muse discrète, femme libre, résistante et figure singulière de l'ombre du célèbre peintre. Une rencontre passionnante au croisement de l'art, de l'histoire et de la mémoire familiale. Le livre sera disponible à la vente et pourra être dédicacé à l'issue de la conférence. Entrée libre et gratuite. Ne manquez pas cette plongée inédite dans l'intimité du grand Matisse. Voici la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je cède la place à notre ami André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.